Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, une émission d'utilité publique. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du service public. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. Grosse journée de mobilisation prévue le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Les appels à la grève ne cessent de se multiplier. Pour ce mouvement interprofessionnel, le service public ne devrait pas être épargné. Enseignants, cheminots, fonction publique territoriale, tous sont appelés à la mobilisation. Les personnels hospitaliers, eux, sont mobilisés depuis plusieurs mois maintenant. Le corps médical qui dénonce des conditions de travail de plus en plus difficile. Alors comment expliquer ce mal-être dans le service public? Peut-on parler de crise? Se dirige-t-on vers la fin du service public? Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Olivier, alors pour commencer, Olivier, quelle est votre définition du service public? Service public, il y a plusieurs définitions, c'est compliqué. Est-ce que c'est un service qui est d'utilité publique ou est-ce que c'est un service qui est géré par l'État? Je crois qu'il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions juridiques et puis des définitions je dirais, d'État, de qualité de service. Et donc, moi, je m'en tiendrai simplement à c'est ce que gère l'État aujourd'hui. Et c'est ce que gère mal l'État. On va voir que c'est surtout un problème d'incompétence depuis 30 ans. Donc, et là, aujourd'hui, ça va se traduire par une manifestation le 5 décembre, mais je crois que ça va bien au-delà du problème des retraites qu'a annoncé Édouard Philippe. Ça va très au-delà. On le voit d'ailleurs, c'est les systèmes de santé qui ne fonctionnent pas depuis des lustres, etc. Et donc, je pense que c'est la poursuite, en fait, du mouvement des Gilets jaunes. C'est un ras-le-bol général de l'incompétence des gouvernements. Est-ce que le service public est en crise, selon vous? Il est en crise depuis longtemps. C'est pas depuis hier. Il est en crise parce que, je vous dis, c'est mal géré, parce que personne n'y trouve son compte, ni le public, ni les fonctionnaires qui travaillent dedans. Alors Olivier, on va s'intéresser à la libéralisation des services publics. Cette politique de l'Union européenne peut-elle expliquer en partie la tourmente que traverse le service public? Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas. Depuis 30 ans, dans toute l'Union européenne est mise en place une politique de libéralisation des services publics. La gestion, autrefois faite par les États en position de monopole, se retrouve peu à peu ouverte à la concurrence, essentiellement au niveau européen. Énergie, transport, télécommunications, services postaux, beaucoup de domaines sont concernés, l'objectif étant de fournir des alternatives aux consommateurs, une meilleure qualité de service, des meilleurs tarifs. Sur le papier, ça sonne donc plutôt bien. Sauf que selon une étude commandée par 2 députés européens, Marie-Pierre Vieux et Marie-Christine Vergiat, sur 3 secteurs publics et dans 4 pays membres, la libéralisation des services publics dans l'Union européenne, c'est pas si chouette. Déjà pour l'ouverture à la concurrence, il apparaît que le nombre d'entreprises à investir le domaine public en question est toujours limité. Sur le marché de l'électricité par exemple, 4 grosses entreprises se partagent la majorité du gâteau européen. Cette concurrence oligopolistique, oui on aime les mots compliqués, permet ainsi plus de liberté pour fixer les prix ou la variété des services. En bref, toujours les défauts du monopole, sans ses avantages. D'autre part, la rentabilité prend le pas sur la qualité des services et sur la durabilité, car si l'État peut contracter de la dette sereinement et donc n'être pas forcément rentable, une entreprise, elle, ne peut pas se le permettre et donc doit faire de l'argent avant toute autre priorité. Enfin, l'étude montre que pour embaucher, les entreprises ont tendance à plus précariser l'emploi que le secteur public. La libéralisation, sans doute un des facteurs importants pour expliquer la crise que traversent les services publics aujourd'hui. Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être évoqué? La libéralisation, c'est un facteur de cette crise? C'est un facteur de cette crise avec, je vous rappelle, qui donne ces directives, c'est l'Union européenne. Qui impose finalement la privatisation de
à peu près tous les services. Donc, on a fait les autoroutes, l'électricité, bientôt les barrages, etc. Donc, et puis, petit à petit, vous verrez qu'on va s'attaquer aux hôpitaux, qu'on va s'attaquer donc à la santé, on va s'attaquer à d'autres parties régaliennes de l'État, finalement, et donc qui vont petit à petit être adressés au privé. D'abord parce que ça fait des cadeaux aux petits camarades de jeu de nos dirigeants. Et puis aussi parce que, sous prétexte de ne plus avoir d'argent pour pouvoir continuer ces services, eh bien, argent qui est, ceci dit, très mal géré. Et donc, si on l'occupait à autre chose qu'à faire des bêtises et à le perdre inutilement, on en aurait peut-être un petit peu plus pour les services publics. Mais le problème, c'est que sous ces prétextes-là, on privatise très largement pour donner ça au privé. Et c'est vrai que dans d'autres pays, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la meilleure idée. Merci beaucoup Olivier. Place à la deuxième partie de cette émission consacrée aux services publics. Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés et membre du Conseil économique, social et environnemental, est notre invité cette semaine. Bonjour Frédéric Bocara. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans C'est Cash. Un mot d'abord sur ce qui a été dit en première partie d'émission. Quel est selon vous l'état des lieux du service public en France ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le terme de crise ? Il est en crise. Il est en crise. Alors on hésite. J'hésitais à dire il va mal et en même temps on a des services publics formidables. Donc il y a les deux choses. Mais il va très mal. Il est en crise. Et cette crise... c'est à la fois une crise qui est provoquée par toutes les politiques et par, grosso modo, l'austérité considérable et toute une folie. Et puis aussi une crise de croissance parce qu'en réalité, à mon avis, les services publics devraient être au cœur d'une nouvelle vision de la civilisation et de la société parce que c'est les services aux personnes, c'est fondamental partout, en fait, les services publics pour avoir un rôle, mais des services publics transformés, nouveaux. Mais il y a une folie dans les services publics. On prend l'hôpital, on voit bien sur l'hôpital, on pourrait faire des listes de... Mais un mot sur l'hôpital quand même, plus qu'un mot. L'hôpital, par exemple, on en est au point, on dit on va le gérer comme une entreprise, mais c'est même pire que ça. On gère les gens comme des bagnoles à la chaîne. Il y a un an, j'écoutais, mon vieux père était à l'hôpital, donc j'étais sensible à ça. J'écoutais, on disait les infirmières, on a trouvé comment on va gagner. Il y a un manque ahurissant de bras, de nombre de gens, etc. On va gagner, on va leur faire un geste médical de plus par jour. Mais c'est débile. Un geste, c'est pas égal à un geste, on traite des personnes. Et puis il y a les problèmes d'argent. On viendra en particulier sur l'hôpital un peu plus tard dans cette émission. Aujourd'hui, le service public en général a quel défi ? C'est quoi les enjeux majeurs aujourd'hui ? Alors d'abord, un défi de financement, d'argent. Parce que, donc argent, coopération, gestion, démocratie. Voilà les 4 points, je dirais. Argent, parce qu'il faut de l'argent pour les services publics. Et aujourd'hui, le capital financier veut imposer partout sa loi. Vous le dites, il y a de l'argent, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème c'est son utilisation. Et le capital financier, finalement, joue non seulement contre tout le salariat, mais contre toute la société. Et le 5 décembre, si les gens vont aller dans la rue, c'est les retraites, mais c'est bien au-delà, effectivement, comme ça a été dit. Donc, il y a ce problème du capital financier qui vient ronger, on paye près de 40 milliards d'intérêts de la dette. Ce n'est pas la dette le problème, c'est les conditions avec lesquelles on les fait. Parce que si on veut développer les services publics, il faut des avances avant. Et après, en produisant, on va rembourser ces avances. Mais ces avances, on les fait avec une dîme qui est prélevée par les marchés financiers, près de 40 milliards d'intérêts. L'hôpital, c'est 840 millions. Bon. Donc, coopération et pas concurrence. Il faut réfléchir à les services publics qui s'articulent entre eux. Si on prend la santé, on voit bien, il y a un problème de coopération entre les centres municipaux de santé que les mairies communistes avaient créés, qui est généralisé, les hôpitaux de proximité, les hôpitaux plus généraux, les médecins de ville. Bon. Transport, c'est aussi coopération entre les modes de transport. Police, c'est aussi un service public, mais entre la BAC qui fait tout et qui détruit les gens, mais le problème de la police de proximité, de coopération entre les services, là aussi coopération. Énergie, EDF qu'on est en train de démolir, coopération sont nécessaires, y compris coopération avec des entreprises publiques, voire des entreprises industrielles dont les services publics pourraient être donneurs d'ordre. Coopération, gestion. Des critères de gestion complètement fous de la rentabilité financière qu'on décline jusqu'à nombre de gestes par infirmière et par jour. Au contraire, il faudrait une gestion avec des critères d'efficacité sociale ou d'efficience sociale, au lieu de chercher le profit, l'efficience. Et des fois,
Ça demande peut-être plus d'avance, mais à la limite, à la fin, on dépensera moins parce qu'un seul bon geste ou 2 bons gestes, ça soignera ou ça fera bien les choses. Et enfin, démocratie. C'est-à-dire, pour les personnels et pour les usagers, je pense que les services publics ont été trop fermés jusqu'ici, même quand ils marchaient, et il y a probablement un saut à faire pour une nouvelle démocratie dans les services publics, une co-construction du service public rendu. Pour en venir au point de vue économique, Olivier, le problème dans les services publics, c'est la dette ou le manque d'argent ? C'est les deux. Je vous dis, c'est une mauvaise gestion. En fait, on est géré par des incompétents depuis 30 ans. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si au lieu d'utiliser de l'argent et en fait sous prétexte d'investissements qui sont en fait pas des investissements du tout et de le dilapider à droite et à gauche, si on s'en servait réellement pour sortir les gens de la rue, pour améliorer les hôpitaux et le fonctionnement des hôpitaux. Enfin, je sais pas, on a tous été à un moment ou à un autre aux urgences. Aux urgences, on voit un tas de personnes qui sont là et qui sont là pour renouveler des ordonnances. Donc, c'est pas un service d'urgence. Donc, et vous faites 3 heures, 4 heures, 5 heures la queue, 6 heures la queue. Vous êtes là en train de pisser le sang dans un couloir. Personne ne peut s'occuper de vous parce qu'ils ont personne. Donc, c'est de la mauvaise gestion. Ça, c'est pas autre chose. Alors, il y a aussi des manques de moyens parce qu'on préfère aller faire des bêtises plutôt que de donner l'argent là où il y en a besoin. Mais c'est global et c'est global sur énormément de choses. Il y a des décisions. Vous avez une décision dans les transports qui a été le tout TGV, etc. Résultat, il n'y a plus de lignes intercités, ou très peu, et les gens ne peuvent plus se déplacer. Donc, vous avez tout un tas de décisions qui ont des répercussions énormes, et donc c'est de la mauvaise gestion plus qu'un manque de moyens. Les moyens, on peut se les dégager si on fait vraiment le boulot intelligemment. Malheureusement, c'est pas en France qu'on fait les boulots les plus intelligents. Je dirais plutôt, derrière la mauvaise gestion, il y a une logique qui impose une mauvaise gestion, en réalité. D'accord. Il y a une logique de fond. Parce que sinon, il suffirait de changer les gens, il y a des méchants gens, il faut les jeter ou les mettre à la potence. Non, il y a toute une logique qui imprègne. Oui, mais même. Il y a toute une logique qui imprègne ça, c'est-à-dire il faut dégager de la marge et du profit. C'est une approche trop budgétaire, en gros. On ne doit pas considérer le en service termes de public comme rentabilité, une approche en termes de rentabilité, parce que des moyens existent, mais on ne les utilise pas. L'hôpital, prenons l'hôpital. L'hôpital, depuis 2010, ils ont arrêté les investissements. C'est comme ça qu'ils ont cru régler le problème du poids que leur pesait la dette. Enfin, ils ont continué un peu d'investissement, mais on est passé de 10% de leurs dépenses en investissement à 5%, divisé par 2. Il faut des investissements nouveaux pour l'hôpital. Et puis, c'est l'activité qui va permettre de rembourser. Mais l'hôpital, l'État, il dit on reprend la dette. Il reprend qu'un bout, il reprend 10 milliards, il y a 30 milliards. Bon. Mais il reprend la dette, sauf que les intérêts, on continue à les payer, alors que la BCE, elle donne du 0%. Pourquoi elle ne donne pas du 0% pour les services publics ? Donc les 840 millions d'intérêts que l'hôpital paye, tous les hôpitaux, on pourrait les réduire à 0. Or, coup de bol, entre guillemets, c'est ce que le gouvernement met en avant comme plan d'économie pour l'hôpital. Il ne faut pas réfléchir plan d'économie, il faut réfléchir plan de réponse aux besoins et quels moyens on a pour répondre aux besoins. Et en plus, on peut alléger les 800 millions. Mais ils ne veulent pas, parce que soi-disant BCE. Alors on va dire c'est Europe. En partie, oui. Mais même à l'intérieur des traités, peut-être contre leur logique, on pourrait créer un fonds européen pour les services publics avec les euros à 0% de la BCE. Donc il y a des gens, il y a de l'incompétence, il y a des choses qu'on ne veut pas faire savoir, mais il y a une logique profonde et celle-là, il faut inverser les choses. C'est surtout, on dit qu'on a donné de l'argent là aux hôpitaux, à la santé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que déplacer 10 milliards, voilà. c'est un artifice comptable. Alors justement, on va reparler des hôpitaux. On marque une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Cash. Si vous nous rejoignez, on parle du service public avec Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés et membre du CESE. Alors Frédéric Bocara et Olivier, juste avant la publicité, on évoquait la situation des hôpitaux, donc les urgences qui sont en grève depuis plusieurs mois. Est-ce que cette crise, finalement, dans le milieu hospitalier, c'est l'étendard de la défense du service public ? Oui, je crois. C'est symbolique de l'ensemble du service public et finalement de l'ensemble de notre société et de la façon dont elle fonctionne. Y compris, c'est symbolique dans le sens où les gens ils disent « mais nous, on voudrait pouvoir faire notre travail ».
Alors moi, je suis allé rencontrer à Belfort, par exemple. Il y a un hôpital, il y avait 2 hôpitaux, un à Belfort, un à Montbéliard. Maintenant, l'hôpital de Belfort, on me l'a fait visiter, c'est un terrain vague. Ils ont fusionné en 2 hôpitaux. Et ils ont supprimé des lits, mais ils comptent comme lits les brancards dans les couloirs. dont vous parlez. Et les gens, ils disent, on ne se dit plus comment ça va quand on se dit bonjour, les soignants, parce que quand on dit comment ça va, les gens vont commencer à pleurer. Alors un mot sur le plan urgence là, qui a été déployé par le gouvernement. Il y a de l'argent qui a été mis sur la table avec une allonge budgétaire de 300 millions d'euros pour l'hôpital dès 2020. Le gouvernement, vous l'aviez dit, a aussi racheté une partie de la dette. C'est pas suffisant, c'est un pansement. C'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant, évidemment, mais ça va au-delà. En réalité, c'est qu'on déplace les 10 milliards vers l'État, pourquoi pas, mais en fait, on fait payer la même chose. C'est-à-dire les intérêts de cette dette, on continue à les payer. On a 840 millions, alors que la Banque Centrale Européenne, elle est prête à 0%. Et déjà, on pourrait même avoir la Caisse des dépôts, le pôle public français, qui prête à 0%. Donc on allégerait de 800 millions. Là, on n'allège pas. Au lieu que ce soit vous, comme usager de l'hôpital, qui allez payer, c'est vous et moi, comme redevables et contribuables, qui allons payer. Non, il faut alléger ces 800 millions et mettre à 0%. Tout de suite la dette. Et puis, il faut un plan d'investissement et de développement. Mais là, il y a 300 millions qui vont être mis sur la table en 2020. 300 millions, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Et puis, je vous dis, cette histoire de 10 milliards de dettes... Il y en a 30 en réalité. Oui, sur derrière. 30, 10 sur 30, et ces 10 sur 30, vous changez de poche de pantalon. Mais vous avez toujours la dette de 10 milliards. De toute façon, c'est l'État, c'est un service public, donc c'est l'État. Alors que vous le déplaciez de la colonne hôpitaux à la colonne État, c'est toujours l'État, et donc je ne vois pas ce que ça change. C'est juste un effet d'annonce, on reprend 10 milliards. Ouais, mais enfin, ceci dit... Il y a un peu plus qu'un effet d'annonce, parce que les luttes ont mis en avant ce problème de l'argent. C'est nouveau, les gens veulent, les gilets jaunes aussi. Il y a une convergence sur cette question de l'argent, qui, à mon avis, est la question transversale à toutes les luttes, qui pourrait faire comprendre aux uns et aux autres et à la société ce qu'il faut faire. Mais un exemple concret, à Vichy, je suis allé à l'hôpital de Vichy, on leur demande une économie de 1,2 million, un plan d'austérité, ça veut dire une cinquantaine de personnes en moins. C'est beaucoup, hein, dans un hôpital. Ils n'en peuvent plus. Eh bien, j'ai dit, mais regardons les comptes. Non, laisse tomber. Si, on regarde. Eh bien, 1,2 million d'économie, ils payent 1,4 d'intérêt à la banque. Donc si on met à 0%, ça disparaît. On se met dans une autre mentalité, on oblige les gestionnaires à réfléchir autrement. Il y a besoin d'attractivité, il y a besoin de gens qui sortent la tête de l'eau. C'est ça la question importante. Et la dette, c'est pas forcément mauvais. Ça peut au contraire permettre de se projeter dans l'avenir, c'est pas mauvais ou bon en soi. D'ailleurs, après-guerre, on s'est sorti des difficultés qu'on avait par la dette. Mais comme vous le dites, sinon, là, aujourd'hui, c'est une dette pour des gestionnaires fous. Alors, un mot soulevé par cette question qui a été soulevée par Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos notamment, qui écrit « Le mal management, la vraie crise des services publics. Selon lui, le problème relève moins d'un manque de moyens que d'une mauvaise organisation et d'un management défaillant des services publics. » Il y a un problème de management aussi, selon vous ? Peut-être pas le même que celui que Éric Le Boucher voit. Bien sûr, il y a un problème de management. Mais si on commence d'abord par se censurer sur l'argent, on est mort. Il y a un problème d'austérité. Ça crève les yeux. On ne veut pas voir ce qui crève les yeux, on regarde ailleurs. D'accord ? On a connu ça dans d'autres pays. On ne veut pas voir, on dit tout va bien. C'est très brejnevien. Non, c'est pas comme ça la vie. D'abord, il y a un problème d'austérité. Il y a un problème de gestion fondamentale aussi. Quand on pense qu'on peut gérer un hôpital comme une entreprise en disant les infirmières, plus de gestes par jour, mais c'est faux. Les gens, ils ont des idées, il faut de la transversalité. Les toubibs, quand on observe, ça a dû vous arriver aussi, on s'aperçoit très qualifiés, on leur fait faire du taquin pour vérifier s'il y a des lits libres, etc. On leur fait faire ce boulot-là, alors qu'ils sont très qualifiés. Donc il y a un problème de gestion. Mais il y a un problème aussi d'organisation et de maillage territorial. On ferme des hôpitaux et on concentre alors qu'on a besoin d'un maillage territorial. Et du coup, il y a des gens qui peuvent qui mettent en danger leur vie parce qu'ils n'arrivent pas assez vite à l'hôpital. Donc il y a un problème de gestion, mais qui ne doit pas être dominé par les critères de la productivité apparente du travail et de faire suivre le burnous, ça oui. Et il y a un problème de démocratie aussi dans cette gestion. Mais il faut du temps, par exemple, pour la transmission. Quand une infirmière, elle s'en va, qu'elle a vu tel malade qui a dit telle chose, mais elle doit pouvoir transmettre. Quand une infirmière, il y a une vieille personne, elle peut à peine la voir 10 minutes dans les 12 heures qu'il y a. Mais on marche sur la tête. Olivier, on gère les hôpitaux comme les entreprises ? Comme une entreprise classique ? On gère les hôpitaux comme une entreprise classique, qui fait faillite. C'est-à-dire qu'on l'emmène à la faillite, gentiment. Et c'est vrai qu'il y a, quand on discute avec des médecins, des hôpitaux, quand on discute avec des infirmières et qu'on voit qu'elles ont des bacs+5,
elles ont des bacs plus 5, elles sont au SMIC. C'est ahurissant. Et on se dit, oui, il y a un vrai souci. 1 200 € à bac plus 5, c'est un gâchis, vous avez raison, Olivier. C'est ahurissant. Comment voulez-vous après motiver des gens qui se tapent des horaires, là on est loin des 35 heures, hein, vous pouvez y aller, qui sont loin des 35 heures, qui font 5 ans d'études et qui sont payés 1 200 balles. Un truc qui ne va pas. Plus une responsabilité humaine, une charge mentale, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est mieux de payer un député qui ne fout rien 15 000 balles par mois. Et plus des milliards de dividendes. Il y a quand même 298,8 milliards de revenus financiers des entreprises qui payent 0 cotisation sociale. 298,8 milliards qui payent 0 cotisation sociale. Si on payait là-dessus le même taux que moi sur mes salaires sont prélevés, 10%, ça ferait tout de suite 29,8 milliards pour l'assurance retraite. Alors messieurs, je voudrais que l'on s'intéresse à cette question. Elle est issue de la lettre aux Français signée de la main d'Emmanuel Macron et diffusée en janvier dernier à l'aube du grand débat. Emmanuel Macron qui posait cette question: faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Est-ce qu'il faut supprimer des services publics, Frédéric ? Quel bras faut-il vous couper? Voilà, on commence à poser la question comme ça. Non, c'est quels sont les besoins et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a probablement des choses qu'il faut redistribuer, bien sûr. Est-ce qu'il faut réinventer le service public? Il faut le réinventer. Comment? Avec les gens. Pour l'instant, on ne les écoute pas. Ils demandent à être écoutés. Donc il faut le réinventer. Il faut le réinventer avec des structures plus coopératives, plus ouvertes, avec la construction du service public par les usagers. Quand on prend sur la médecine, il y a plein de mouvements où on sait bien que pour des pathologies importantes comme le diabète ou autres, on a besoin que les patients eux-mêmes ne soient pas seulement patients passifs, mais participent à la construction du traitement. Il y a beaucoup de savoir, etc. Donc il y a des choses à réinventer, à redévelopper. Mais pour ça, il faut se placer... Il faut sortir la tête de l'eau. On ne se place pas dans l'état d'esprit qui convient là-dessus. Moi, je pense que c'est ça. Et bien sûr, mais l'école aussi a des choses à réinventer. L'école, elle est déstabilisée par toutes les informations, les savoirs que les gens peuvent avoir par ailleurs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on dit aux enseignants, vos compétences, elles ne comptent pas, on vous écrase, etc. On ne peut pas le faire sans les gens et sans ce qu'ils ont comme savoir. Ils sont prêts à changer, les gens. On ne se rend pas compte à quel point les gens ont des idées, sont prêts à changer. Mais on ne se place pas dans ce... Et il va falloir s'y placer dans cet état d'esprit. Olivier, est-ce qu'on peut imaginer une disparition du service public ? C'est peut-être ce que veulent nos gouvernants. C'est possible que ce soit ça leur idée. Mais on a fait une émission sur la démographie. Avec le vieillissement de la population, on va avoir, dans les années qui viennent, et pas à 50 ans, à 10, 15 ans, on va de plus en plus avoir besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, de moyens de transport qui fonctionnent. Et pour l'instant, on a quand même l'impression que l'État ne va pas dans cette direction-là. Après, est-ce qu'ils vont disparaître totalement? J'espère qu'on les arrêtera avant qu'ils disparaissent. Frédéric Bocara, dernière question. Même question, est-ce qu'on peut imaginer une disparition du service public? Moi, je suis d'accord sur l'idée qu'il y en a qui pensent, qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que cette incongruité avec les services publics ?» Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle a été obligée, c'est toujours mixte l'Union européenne, de reconnaître un petit truc, les services d'intérêt général, mais ils se sont dit « qu'est-ce que c'est que cette incongruité ?» Si on regarde aux États-Unis pour la santé, il y a un écart de 17% de dépenses supplémentaires pour la santé aux États-Unis, alors que le service de santé et le service public ne marchent pas. Donc, en réalité, même du point de vue de la dépense, ça ne tient pas la route de supprimer les services publics. Mais moi, je pense que les services publics, c'est au contraire l'avenir. Alors, il y a ce que vous dites sur la démographie, mais ça va plus loin. Je pense qu'avec la révolution informationnelle qu'on a, d'une certaine façon, les tâches répétitives, l'industrie va devenir... C'est décisif, l'industrie, mais il y aura moins de gens. Par contre, on aura besoin de former les gens, on aura besoin de réfléchir, on aura besoin de culture, on aura besoin de coordination, de coopération, de services publics de l'écologie pour contrôler les procédés. De nouveaux services publics. Donc, de nouveaux services publics de la petite enfance, du 3e âge, du 4e âge, pour... Une société de services coopérants, ça peut être une nouvelle civilisation de partage et de développement après cette société marchande qu'on a eue. Et donc, c'est pas... Vous avez raison sur l'aspect 3e âge, mais il y a aussi un aspect très positif, enseignement, recherche, culture, mais des services publics ouverts, pas à l'ancienne. Et pour ça, il faut se projeter autrement, et moi, je crois que c'est l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric Bocara, d'être venu sur le plateau de Sécage. Je rappelle que vous êtes membre des économistes atterrés et membre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental.
L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée cette semaine à la réforme des retraites. Le 27 novembre dernier, Édouard Philippe a donné une conférence de presse. Le Premier ministre a réaffirmé l'objectif de la réforme, mettre un terme à la quarantaine de régimes spéciaux au profit d'un régime universel. En revanche, Édouard Philippe a laissé la porte ouverte concernant les futurs retraités. Ce ne sont pas forcément les actifs nés en 1963 qui seront des personnes à intégrer le régime universel, a-t-il précisé. Les personnes à 10 ou 15 ans de la retraite pourraient eux aussi ne pas être concernées. Olivier, c'est un changement de plan de la part du gouvernement ? C'est un changement de rien du tout. Enfin, faut que les guignols arrêtent de faire des guignolades. C'est insupportable. Les régimes spéciaux qui veulent supprimer, on supprime aussi le régime spécial des ministres et des députés ? Ou pas ? Non, on n'en parle pas de ça. On parle des autres régimes spéciaux, mais pour eux, ils se le gardent, leur régime. Donc, tout ça, c'est la énième réforme des retraites dont on va reparler dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que ça ne suffira pas. Et donc, on vous l'a dit, il y a un vrai souci sur les retraites, c'est la démographie qui fait que vous avez de plus en plus de dépendants, parce que vous avez un taux de chômage qui est ahurissant en France, qui n'a pas baissé, contrairement à ce que dit M. Macron. Et donc, voilà, on est dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, et sur lequel les petites réformettes de monsieur Édouard Philippe ne serviront à rien, comme d'habitude, et ils se garderont encore leurs privilèges. C'est des pistes C'est de des travail, pistes, oui, des pistes. Qu'il aille sur les pistes de ski, ça ira mieux. Ce sera décisif, la démonstration du 5 décembre, selon vous, pour cette réforme ? Mais ce n'est pas pour cette réforme. Je pense que c'est bien au-delà de la réforme. On en a discuté là, il y a 5 minutes. Ça va bien au-delà de la réforme. C'est la poursuite, je pense, d'un ras-le-bol général des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont gouvernés par des incompétents. Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Pour voir ou revoir nos anciens épisodes, rendez-vous sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Sachez que vous pouvez aussi réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Olivier, le mot de la fin. Alors, C'est Cash, comme je vous le disais, est une émission d'utilité publique et j'aimerais qu'elle ne finisse pas comme les services publics.